Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au webinaire Matériaux organisé par l'Association française pour l'avancement des sciences et la Fédération française des matériaux. Aujourd'hui, nous avons un webinaire sur les matériaux et le bâtiment. Donc, notre premier orateur, c'est Roland Pellinck. Il est directeur de recherche au CNRS et membre de l'Institut européen des membranes à Montpellier. Il commence très tôt une carrière internationale puisqu'il obtient un doctorat à l'Imperial College à Londres. Il a fondé et dirigé pendant 12 ans un laboratoire commun MIT-CNRS et il est toujours senior scientist au MIT. En France, parmi ses nombreuses fonctions, je citerai celle de rapporteur pour le Conseil économique, social et environnemental. Roland Pellinck est un expert de la recherche fondamentale sur le ciment et le béton. Plus généralement, il développe des approches de simulation multi-échelle pour une grande variété de problèmes dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, ce qu'on appelle la physique urbaine. Il a reçu de nombreux prix et récemment le prix de recherche de la Fondation Humboldt. Il nous présente aujourd'hui le ciment au cœur de la science et d'ingénierie des matériaux. Roland, c'est à toi, tu as la parole pour 25 minutes, 30 minutes. Merci beaucoup, merci Sylvie, merci Daniel pour l'invitation. C'est avec plaisir que je fais ce séminaire pour la FFM. Et évidemment qu'aujourd'hui, je vais essayer de montrer que le ciment, ce matériau super courant, en fait, je parle de béton, mais je vais vous expliquer la différence entre les deux, évidemment, mais c'est au cœur de l'infrastructure de tous les jours, mais c'est aussi des beaux sujets de science et d'engineering, les deux sont couplés. Alors, j'ai toute une série de collaborateurs, c'est mes collaborateurs actuels sur le sujet, donc Katharina Ioannidou qui prendra la parole après moi. Donc, c'est des gens avec qui je travaille et ils sont pas tous, ils sont loin s'en faut des simulateurs, il y a beaucoup d'expérimentateurs. Et je vais essayer au cours de cet exposé de faire des liens avec l'expérience le plus possible. Alors, c'est vrai que je suis plutôt dans le côté, un côté modélisateur, simulateur, et que je vais pas mal illustrer mon propos de résultats de simulation. Et dans cette simulation-là, c'est une simulation, on va dire, multi-échelle, puisqu'on va partir de l'échelle du nanomètre, et pour essayer de joindre l'échelle, on va dire, des ingénieurs, l'échelle des milieux continus. Alors, pourquoi s'intéresser à ce fameux ciment et le béton? Alors, si je passe à la slide d'après, si ça veut bien passer, voilà. On va aller d'abord en quelques trucs de contexte. Et ça, j'aime bien ce graphe parce que c'est un graphe des Nations Unies qui, il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, donnait les perspectives d'urbanisation au niveau de la planète. Alors, en ordonnée sont portés le nombre de sites de villes de la taille de New York qu'il faudrait construire par an pour faire face à la migration de l'humanité vers les villes, vers le milieu urbain. Globalement, vous voyez, entre une fourchette haute, une fourchette basse au jour d'aujourd'hui, hein, on peut se situer en 2024 ou 2025. Il faudrait que nous construisions de l'ordre de 8, 9 villes de la taille de New York pour abriter l'exode massif vers les villes. Alors évidemment, il ne s'agit pas trop de l'Europe, pas trop des États-Unis par exemple, mais il s'agit bien évidemment de l'Asie et de l'Afrique. Et donc, du coup, ça veut dire, si vous imaginez une ville à taille de New York, hein, c'est quand même 12 millions d'habitants, vous imaginez les volumes de matériaux que cela concerne. Évidemment, on va parler beaucoup de béton, etc., mais pas que, hein, il y a de l'asphalte, il y a de l'acier, il y a du verre, etc. Donc, c'est juste immense, et même en termes de planification, parce qu'il faut penser à tous les réseaux de transport, les réseaux d'eau, des réseaux d'eau et d'égouts, les réseaux d'énergie, etc. Donc, voilà, donc c'est juste une espèce de challenge, on va dire, immense qui est devant nous. Et évidemment, tout ça dans un contexte de changement climatique. Alors là, je vais vous montrer quelques photos catastrophiques, mais ce n'est pas forcément le cas, hein. On peut parler vieillissement aussi, mais on n'empêche que, voilà, ça c'est pour vous montrer que l'infrastructure est vraiment au cœur de nos sociétés, quel que soit l'endroit sur la planète, il s'agit d'abriter l'humanité, alors dans du béton ou dans de l'argile, mais aujourd'hui beaucoup plus dans du béton, vous allez comprendre pourquoi. Mais évidemment que les bâtiments ne sont pas bâtis dans l'air, ils sont posés sur le sol, et évidemment que la science des sols est aussi au cœur de l'urbanisation. Alors, je vous montre deux exemples. Par exemple, en haut à droite, vous avez, enfin, en haut à gauche, pardon, un immeuble qui, en Chine, s'est effondré parce qu'ils ont eu la mauvaise idée de vouloir faire un parking devant en mettant la terre derrière. Ça a poussé le bâtiment s'est effondré.
Tout seul. À droite, vous avez un éboulement de terrain, d'accord? Donc, qui sont de plus en plus fréquents en termes quand il y a beaucoup de pluie, évidemment. Donc, ça aussi impacte l'infrastructure. Je mentionne en bas l'érosion côtière parce que, on en parle évidemment de plus en plus. On a les premiers réfugiés climatiques en France. Donc, c'est les maisons en bord de mer là, qui ne sont plus habitables. Mais il s'agit également de l'infrastructure des ports, qui est notre accès, nous, de l'humanité, vers les océans. Je dis ça parce que c'est des travaux qui sont menés notamment sein du GDR au mer, au CNRS. Et donc, l'infrastructure urbaine, pardon, l'infrastructure des ports portuaires comment dire, est très soumise à du vieillissement accéléré à cause de l'eau de mer, parce que figurez-vous que le béton et l'eau de mer ne font pas bon ménage. Un chiffre intéressant, j'ai trouvé là récemment que l'Europe avait dépensé, alors je dis par année, j'en sais rien, parce que ça doit varier chaque année, mais l'année dernière, 866 milliards d'euros pour maintenir l'infrastructure. L'infrastructure, il s'agit de toute l'infrastructure routière, les tunnels, les ponts, mais également les bâtiments, etc. Donc c'est juste énorme, c'est comparable au budget de la défense américain, par exemple. Avançons un peu. Contexte toujours, on parle de changement climatique. Alors, ça a plusieurs effets, des effets catastrophiques. Par exemple, en bas, vous voyez les pluies torrentielles sur Nice il y a 4 ans. En haut, vous avez à droite, vous avez ce qui reste d'un quartier de New York qui s'est pris un ouragan en 2012. Mais plus sournois et plus courant, mais sournois quand même, les îlots de chaleur urbains. Donc ça, c'est la carte de température à Paris, où on mesure entre l'extérieur, c'est-à-dire pas loin, c'est-à-dire le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, et le cœur de Paris, des différences de 3-4 degrés, voire plus, entre le cœur des villes et l'extérieur des villes. Et là, l'impact, c'est un impact de santé publique sur le long terme, sachant que, par exemple, ça entraîne évidemment une mortalité excessive. Les vagues de chaleur entraînent une mortalité excessive. Alors, je vais vous parler beaucoup de béton et de ciment. Et pourquoi? Parce que c'est évidemment ce qu'on fait le plus sur Terre. J'aime bien dire dans la conférence que si un jour les Martiens venaient sur Terre, ils se demandaient que font les humains font deux choses. Ils font du béton et de l'acier. Et la somme des deux, ça fait 99% de ce que l'humanité fait. Et chaque année, donc, on construit sur Terre un cube de 3 kilomètres de côté en béton, plein de béton. C'est-à-dire qu'il neige en haut. Et ça, c'est l'infrastructure. Ça, c'est pour vous montrer l'impact que ça a en termes de que fait l'humanité, c'est ça. Et le béton est 3 fois l'acier. OK, alors pourquoi on utilise ça? Eh bien, c'est pour une très bonne raison, c'est que c'est super facile. Super facile, pourquoi? Parce que tout le monde l'a sûrement fait dans sa vie, a sûrement fait un petit peu de mortier. Alors, je vais vous raconter l'histoire, mais globalement, on mélange quoi? On mélange des agrégats. Alors, quand du mortier, ça s'appelle du sable. Quand c'est des cailloux, on appelle ça du béton. On met ça avec du ciment, on met ça dans l'eau, on touille, on met un peu de sable aussi, pourquoi pas. Et vous voyez, ça, c'est la photo en bas à droite. On a typiquement cette pâte qui est donc molle, au début en tout cas, donc qui est pompable comme un liquide, d'accord, pour l'amener en haut d'un immeuble, par exemple. Et à la fin, on a quelque chose de construit, de bâti, comme par exemple le pont du Millau, je crois, en bas, qui est une infrastructure qui est censée durer 100 ans ou plus, quoi. Alors pourquoi c'est facile? C'est parce que tout ça se passe à température ambiante avec l'eau du coin. Je vais dire les cailloux du coin, c'est pas vraiment vrai, mais enfin globalement, c'est pas non plus, on va pas les chercher à des milliers de kilomètres. Et voilà. Et en fait, toute cette histoire-là vient, je vais beaucoup me concentrer sur le ciment, parce que in fine, le ciment, c'est la colle du mètre cube de béton, sachant que dans un mètre cube de béton, on n'a jamais mis que 11% en masse de ciment. Alors, c'est pas grand-chose. Alors, quel est ce ciment? Vous allez voir ce que c'est en fait. Mais in fine, c'est le ciment dans l'eau qui va produire pardon, ce qu'on appelle l'hydrate cimentaire, qui va coller tout le reste ensemble. Et alors, ce qui est intéressant, et ça c'est le graphe de la rhéologie du ciment, alors, c'est pour ça que le ciment, alors, au début, c'est, c'est, euh, c'est mou et ça devient dur, d'accord? Cette fameuse transition liquide-pierre dont on parle en général. Et vous voyez, ça c'est un diagramme de rhéologie. Vous avez le module porté G en ordonnée en fonction du temps en échelle logarithmique. Et quand on dit, ben, on part dans quelque chose de très liquide, au bout de 10 minutes, on a un gel. Et donc, quelque part, ben, c'est pas quelque part, le ciment a à voir avec la science des colloïdes parce qu'il forme des agrégats, des colloïdes, d'accord, d'une taille nanométrique qui vont exister et qui vont spontanément, on va dire, se former et s'interagir entre eux pour, à 10 heures, avoir cette transition où on passe de mégapascal à des gigapascales, c'est-à-dire de la pierre. Alors, de la pierre, cette pierre est poreuse, hein, d'accord, le ciment est poreux
plusieurs échelles. Et donc, je vous raconte là une histoire de chimie, en fait. Et là, c'est la réaction chimique qui est en bas, portée en rouge. Alors, C3S et 2S plus de l'eau donne CH plus CSH. Vous allez me dire de quoi il parle? Il y a du carbone, du soufre, pas du tout. Là, je parle en version chimiste du ciment. Ils ont inventé une classification des éléments à eux. Bon, C, ça veut dire CaO, donc oxyde de calcium. S, c'est pour SiO2, la silice. D'accord? H, bon, H2O, très bien. Très bien. Et ça donne CH et CSH. CH, c'est la portlandite, donc CaOH deux fois. Et CSH, sandique. Donc ça, c'est les produits de la réaction de dissolution du grain de ciment et de précipitation de la colle. Et la colle, c'est essentiellement le CSH. Donc le calcio-silicate hydraté. C'est 85% des produits de la réaction. On fait aussi un peu de portlandite qui, elle, par ailleurs, ne contribue pas mécaniquement à la tenue du mètre cube de béton. OK. Évidemment que vous voyez bien qu'il y a un enjeu là, de passage de mou à dur, c'est que tant qu'il est mou, le truc, le mix est pompable, d'accord? Et évidemment que dans les dernières heures, ça prend en masse. Alors, quand je dis qu'il y a toute une chimie du ciment, c'est que par exemple, c'est même essentiel aujourd'hui, c'est que les ciments sont largement dopés avec ce qu'on appelle des superplasticizers, qui sont en fait des polymères qui permettent de décaler dans le temps, par exemple, la fluidité de la phase, on va dire molle, d'accord? Vous voyez ici, d'accord? On ne passe pas par la phase de gel à des MPa, on reste, on va dire, liquide. Et on a un peu plus tard cette transition vers la phase dure et solide. Euh, et ça, c'est ce qui assure que, par exemple, on sait faire des immeubles de grande hauteur. On ne va pas monter le ciment à la brouette parce que le temps que le travailleur arrive en haut, le ciment aurait pris. Donc, on le pompe comme un liquide, en fait, grâce au super plasticizer, au super plastifiant, pardon, en français. Et il y a donc de la chimie importante aujourd'hui, qui sont les fournisseurs de ces polymères, notamment françaises, par exemple. Sika, par exemple, enfin, c'est qui est suisse-français. Par exemple, Saint-Gobain a racheté Grace, qui était le numéro un, qui était américain maintenant, donc qui est Saint-Gobain maintenant. Donc voilà, donc là, il y a quelque part, d'un point de vue industriel, la France est très positionnée sur ces trucs-là, sans compter que on a beaucoup fait du ciment, par exemple avec Lafarge, etc. Et que le marché du ciment, en fait, se décompose en très, très grandes industries. C'est Lafarge Holcim plutôt, enfin Holcim, mais non, Lafarge est une filiale de Holcim, mais c'est Heidelberg en Allemagne, mais Cemex au Mexique, etc. Et avec, évidemment, je ne parle même pas de ce qui se passe côté Asie, ce qui se passe en Chine, parce qu'ils ont évidemment leur propre industrie. Alors pourquoi le ciment? Et là, on rentre dans les aspects un peu, on va dire, un peu négatifs. C'est que certes, c'est facile à mettre en œuvre, donc on met du ciment dans l'eau, mais il faut produire le sac de ciment. Et figurez-vous que ça a un impact CO2 énorme, c'est-à-dire qu'en gros, c'est 8% des émissions anthropogéniques de CO2 aujourd'hui. Globalement, alors je vais un peu un raccourci, mais pour une tonne de sac de ciment qu'on va acheter chez Point P, on fait une tonne de CO2, à peu près, enfin 850 kilos. Donc voilà l'impact de ça, et pour une bonne raison, c'est comment on fait le sac de ciment. En fait, on va cuire du calcaire et une source de silice, en l'occurrence de l'argile, à 1500 degrés. Et dans les deux ingrédients, donc le fait de cuire du calcaire, le calcaire va relâcher du CO2. Et le fait de cuire à 1500 degrés, évidemment, il faut de l'énergie. Si on a de l'énergie fossile, ça va faire évidemment du CO2. Et donc, en fait, est dans des proportions de 35-65. D'accord? Donc, c'est vraiment l'impact majeur de l'industrie du ciment, c'est cette production de CO2. Et qu'est-ce que ça? Vous avez une photo là du four des ciments, c'est le grand cylindre, les deux grands cylindres que vous voyez sur les photos en haut à gauche et au milieu. Il ne s'agit pas d'un petit four de laboratoire, d'accord? C'est carrément long, là-dedans il y a 1500 degrés. Donc vous voyez les volumes de ce que c'est. Et à la fin sort ce qu'il y a contenu dans cette main-là, c'est ces grains-là qu'on appelle le clinker, quand l'industrie va par ailleurs broyer dans cette poudre fine qui est le sac de ciment. Sachez que le broyage aujourd'hui, c'est 4% de l'énergie électrique produite mondialement, quoi, notamment pour broyer du ciment. OK, et donc voilà une photo de microscopie de ce clinker. Donc c'est le fameux C3S ou C2S, c'est-à-dire c'est un cristal, pour le coup c'est cristallin. C'est un tricalciosilicate ou un dicalciosilicate. Donc il y a les deux dans le sac de ciment, avec une majorité de C3S, donc de tricalciosilicate, parce qu'il se dissout et précipite en CSH plus rapidement que le C2S. Voilà, il y a un enjeu. Je peux vous dire aujourd'hui, quand on fait un immeuble, globalement, on fait un étage par jour. C'est-à-dire que le soir à 4 heures, on coule la dalle, le lendemain, on marche dessus, on commence à construire les murs qui vont dessus. Le jour d'après, on met la dalle du dessus, etc. C'est pour vous dire que c'est vraiment très calibré et très, très instrumenté.
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le ciment, c'est un matériau poreux, d'accord, et qui a un très, enfin le ciment, donc le béton, et un très gros avantage, c'est qu'il se dégrade vite. Vite, ça peut être à l'échelle de quelques années. Alors là, c'est un cas extrême en haut à gauche, vous voyez, c'est les dégâts du gel et du dégel du béton, donc du ciment, parce que le milieu poreux là-dedans, encore une fois, c'est la colle, et là, cette colle, le CSH, est poreuse à plusieurs dégels. On va y revenir. Et là, c'était un clin d'œil, en fait, parce que vous voyez un pont, c'est sur la 6e rue à Los Angeles. Ce pont-là a été une des scènes de Terminator 2, je crois, en 91. D'accord? Et ce pont-là n'existe plus parce qu'il a été, on va dire, il a souffert d'alkali silica réaction, c'est ASR. Il s'agit de la formation d'un gel de silice dans les pores dû aux agrégats. Et en fait, ce gel finit par tuer la cohésion du béton, du ciment. Et donc ce pont-là, on a dû le détruire parce qu'il était plus juste en service possible pour le transport. Et donc, vous voyez, là, alors évidemment, je pourrais mentionner le pont de Gênes qui s'est effondré, il y a aussi un pont en France qui s'est effondré. Vous voyez, là, on est vraiment confronté au fait que le ciment, enfin, c'est bien, c'est facile à mettre en œuvre, c'est beaucoup de CO2 et ça se dégrade vite. Et tout ça, en plus, dans le contexte du changement climatique. Donc, vous voyez, donc l'équation est compliquée. Peut-être pas aussi compliquée qu'une équation politique en France, mais compliquée quand même. Et donc là, je vais rentrer plus dans la physico-chimie du matériau et comprendre le ciment, sa cohésion, on parle d'échelle et quel type d'interaction. La slide qui suit, c'est un espèce de résumé de 20 ans ou plus d'activité. Voilà, donc vous avez ici, alors, la courbe montre la prise d'eau, donc l'isotherme d'absorption d'eau. Alors vous voyez, on a la physico-chimie en fonction de l'humidité relative. Et vous voyez qu'on a une courbe d'absorption, désorption, on a une stérétique caractéristique d'un milieu mésoporeux. On voit au début une prise assez rapide d'eau, d'accord, caractéristique d'un milieu plutôt hydrophile, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ben, en fait, quand je dis ça a à voir avec la porosité, évidemment, de la pâte de ciment, du CSH, et je dis que c'est multi-échelle parce qu'en fait, on a différents types de trous, de taille de pores là-dedans. Alors, ça va commencer à l'échelle nano avec le modèle que vous voyez en bas, tout à fait en bas, moléculaire. Vous voyez les molécules d'eau qui sont coincées d'entre des feuillets d'oxyde de calcium, enfin de silice d'oxyde de calcium. Alors, quelque part, un peu comme les argiles, mais beaucoup, beaucoup plus désordonnées. Alors, on a un peu cette idée-là. Et plus tard, à l'échelle du dessus, Ameline Jennings avait montré que ces feuillets, ces pseudo-feuillets, s'aggloméraient entre eux pour former des particules de l'ordre de 5-10 nanomètres. Donc, on a de l'espace entre ces particules qu'on appelle les gels-pores dans le milieu du ciment, qui sont donc aussi un endroit où l'eau se stocke. Et à l'échelle du dessus, et ça c'est des travaux de Katerina, mais elle va vous présenter ça plus en détail évidemment, vous avez ici à l'échelle donc de la boîte, c'est un demi-micron ou plus. Alors les grains qu'on voit, c'est les grains de Jennings qui sont eux-mêmes constitués de la chimie montrée par le modèle du bas. Et en fait, là, vous voyez qu'il y a des plus grands trous, d'accord, ce qu'on appelle les pores capillaires, qui vont de quelques dizaines de nanomètres à au-delà. Et on va voir qu'ils sont clés dans la durabilité, ces pores capillaires, dans la durabilité de la pâte de ciment, notamment soumis, par exemple, à toutes les agressions que je mentionnais juste avant. Alors, revenons à l'échelle nanométrique. Alors, le ciment, ce n'est pas un composé stoichiométrique, la pâte de ciment hydratée. Ça se mesure en termes de rapport calcium sur silicium qui, joyeusement, varie entre 1 et 2, globalement, avec un maximum à 1,7. Et donc, on a montré dans des travaux, notamment au MIT, dans la thèse de M.J. Comey, qu'il s'agissait, on avait une transition entre quelque chose de très 2D, tant que le rapport calcium sur silicium était inférieur à 1,5, et qu'on arrivait à quelque chose de plus tridimensionnel et plus ordonné, plus vert en fait. Vert avec quand même de l'eau dedans, mais vert au sens du désordre et connecté à 3 dimensions quand on est au-delà, et notamment pour des rapports C sur S élevés. Et donc voilà, donc on a fait des simulations de banques de données pour couvrir toutes les chimies du ciment, sachant qu'avant, on s'était surtout intéressé à des phases de calcium sur silicium égales à 1, mais qui sont des cristaux de Tauber-Morite. Donc c'est des cristaux qui existent dans la véritable, on va dire, en géologie. Ça vient de l'île de Tauber-Morite. Et récemment, j'étais à Vienne et j'ai découvert que l'île de Tobermory faisait du whisky. Donc, j'ai eu le droit on m'a offert un verre de whisky de Tobermory. C'était bien le moins, après 20 ans, pour avoir travaillé sur le Tobermory, c'était bien le moins qu'on pouvait faire. Bref, tout ça pour vous dire que l'analogie avec les côtés lamellaires du CSH et des argiles, elle est assez puissante quand même parce que ces fameux feuillets de CSH, de ciment hydraté, sont quand même des feuillets chargés.
électriquement chargés, un peu comme les argiles, mais chargés avec du pH, de la réaction de dissolution et de précipitation du CSH, typiquement autour de 13, donc c'est très, très basique. Et on a des ions compensateurs de cette charge des feuillets, qui sont aussi du calcium, dans l'espace interlamellaire, des calciums hydratés, puisqu'ils viennent avec des molécules d'eau, qui résultent donc de la réaction de dissolution quand on a amené l'eau dans le sac de ciment, quoi, quand on a mélangé avec le sac de ciment. OK? And so what? And so what? En fait, on a toute une chimie là-dedans qui peut se mesurer de plusieurs façons, dans la quantité d'eau, par exemple. Alors, on va comparer simulation et expérience, mais c'est surtout l'idée que, par exemple, on a donc de l'eau qui est à la fois, on va dire, va réagir et faire des OH à la surface, hein, dans la silice, j'allais dire, en conditions de pH élevées, mais aussi de l'eau moléculaire. Et typiquement, ces choses se mesurent, typiquement. Donc, on voit bien qu'on a une contribution, le graphe en haut à gauche, entre l'eau moléculaire et l'eau dissociée en termes de OH, en fonction de la chimie du CSH, qui se mesure donc avec ce fameux rapport calcium sur silicium. Donc, on arrive à le graphe en haut à droite vous montre qu'effectivement, on accroche des OH sur les calciums du squelette, évidemment. On a pu mesurer les effets de texture en bas à gauche, c'est-à-dire les bouts de silice qui sont là-dedans, qui, plus on va vers la droite, vers des rapports calcium sur silicium élevés, plus ces bouts de silice sont petits. D'accord? Alors, c'est une comparaison toujours simulation-expérience. Les points, c'est la banque de données qu'on a faite il y a 10 ans, qui couvre toute la chimie possible du CSH entre 1 et 2 en termes de calcium sur silicium. Et donc, voilà, globalement, on est dans les clous, on va dire, à la fois pour la quantité d'eau, des OH, les chaînes de silice. Bon, on décrit assez bien le désordre. Et le dernier graphe en bas à droite montre, alors c'est une PRL de Paulo Montero, je crois en 2000, je ne sais plus quand, qui montre que c'est le G2R total, d'accord, donc issu d'expériences, qui montre comment les atomes se distribuent. En fait, rien de très surprenant, hein. On a des liaisons SiO2, des liaisons SiO à 1,6 angstrom, CaO à 2,4, etc., etc. OK. Donc, j'ai avancé un peu et pour vous dire une échelle plus méso, donc je reprends les fameux nanograins de Jennings. Et en fait, les gens ont montré il y a très longtemps, c'est des travaux français de l'équipe de Nona à Dijon, et en fait, ont montré en faisant croître du CSH sur une pointe d'AFM et en faisant croître du CSH sur un wafer de silice, en approchant les deux dans une solution de différentes concentrations de CaOH2, en fait, qu'on avait effectivement des forces attractives entre ces bouts de ciment, quoi. Donc, c'était super parce que on comprenait, on voyait bien qu'il y avait quand même de la cohésion là-dedans, quoi. Alors effectivement, c'est ce qu'on a pu calculer, c'est ce qu'on s'est amusé à faire évidemment en simulation. Alors nous, côté simulation, c'est des calculs d'énergie libre. Alors je suis un slide pour vous dire il y a plusieurs façons de faire, hein, mais globalement, il s'agit de calculer cette fonction énergie libre entre deux bouts de ciment, en fait, deux bouts de CSH. Et donc, soit on calcule par la théorie des perturbations, on a l'équation en haut, hein, pour delta G, la variation de delta G, ou on peut calculer la pression entre les grains, donc dans l'interface, et on a donc un lien évidemment avec l'énergie libre. Donc, je vais faire rapidement la pub des travaux de Caterina. Typiquement, ça, c'est la force entre deux grains de CSH, d'accord, qui sont modélisés par une équation, on va dire, qui s'appelle bon, de Mi Yukawa, mais donc Mi, c'est un Lennard-Jones, terme de droite généralisé, pas des exposants 12 et 6, mais 24 et 12, et un terme de Yukawa, qui est le terme exponentiel sur R. Globalement, vous voyez, ça nous donne ce côté épaulement, et Caterina, en parlant en détail, vous montrera que ça dépend du temps d'hydratation, que en fait, l'épaulement tend à s'affaisser. Et on a donné dans la thèse, dans le travail de postdoc de Patrick Bonneau au MIT, a montré qu'effectivement, on avait bien, en calculant atomistiquement par la théorie des perturbations, par exemple, l'interaction entre deux grains de ciment, qu'on avait ces courbes qui peuvent être largement fitées par ce potentiel de Mi Yukawa. Et donc là, j'ai un petit film à vous montrer. J'espère que voilà, c'est l'empilement de grains. Alors, vous voyez là, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a supposé une certaine polydispersée des grains avec ce Mi-Yukawa potential. Mais l'idée, c'est qu'il peut y avoir un petit peu sur ce masse entre deux grands parce qu'on a mesuré que la packing fraction, c'était mesuré expérimentalement par des manips de non-inondation, notamment de Franz Hulme au MIT, que en fait, on avait une densité qui était supérieure à 0,74. Donc, il faut bien avoir un petit peu de polydispersité pour aller au-delà de la packing fraction FCC. OK, très bien. Next online, et je vais vous montrer des nouvelles manips qui sont là.
Et alors ça, à gauche, vous avez les modèles Caterina, d'accord? À la même échelle, à 200 nanomètres par exemple, de taille de boîte. Donc on est mesuré échelle. Et chaque grain, c'est le grain moléculaire, hein, d'accord, qui contient lui-même 2000 atomes, etc. Ils interagissent par ce fameux PMF. Et très récemment, c'est même pas publié. Daniel Ferry et Olivier Groby, donc ils sont au CINAM, des collègues du CINAM à Marseille, ont fait des manips de tomographie d'électrons sur ce même CSH et ont sorti au même champ de vue, avec la même résolution, j'allais dire, l'image de droite, d'accord? Et on voit bien qu'on a les mêmes, vous voyez, même taille de trou et forme de trou des pores capillaires. Donc, ce qui est intéressant à la tomographie, c'est que ça permet notamment d'avoir une approche quantitative. Il ne s'agit pas de faire que l'image. On peut utiliser par exemple des logiciels comme iMorph, qui est un logiciel également, enfin un logiciel du CNRS pour le coup, de Jérôme Vicente aussi à Marseille, pour analyser ça en termes de distribution de taille de corps, de connectivité entre les pores, de forme de pores, et évidemment de distribution de taille de pores. Donc, ce côté méso-échelle, on a pas mal d'idées pour la distribution de taille de trous, entre en haut simulation et en bas expérience pour la taille des pores. On a regardé la torsion d'eau, c'était la courbe que je montrais au début. Bon, on est pas mal, mais ça, c'est assez joli. Alors, pour le coup, là, il faut faire des simulations à l'échelle méso, hein, d'accord? On n'est plus à l'échelle atomique. On a pu regarder un côté de shrinkage, et ça, c'est des expériences de poromécanique, d'accord, qui permet, à cause des forces capillaires, on voit que les grains évidemment, ont tendance à s'attirer et à faire que le milieu se contracte. Évidemment, à droite, de nano-énantation, M pour le module élastique, H pour la hardness. Et en fait, vous voyez que les simulations par méso-échelle sont bien d'un bon accord avec l'expérience. Alors là, je vais vous montrer un petit film pour aller plus loin dans la pâte de ciment. Alors là, c'est un film qui a été fait par l'équipe de Jérôme Rose au CEREJ. C'est la tomographie de rayon X. Alors, vous avez la taille de l'échantillon, donc 65 microns dans sa grande direction, 35 dans les deux petites directions. Je vous donne le code de couleur. Enfin, pour l'instant, en tout cas, au début, ce qui est en blanc, c'est le grain de sac de ciment qui n'a pas réagi. Enfin, qui n'a pas réagi parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. En gris, on a l'hydrate cimentaire, donc le CSH est exclusif, pas surtout. Et en noir, on a les pores capillaires à cette résolution-là. Et donc, je vais passer le petit film, s'il veut bien démarrer. Le voilà. Donc, on rentre dans le matériau. Voilà. Donc, par exemple, typiquement, au milieu, on a un gros grain de sac de ciment non hydraté, d'anhydre cimentaire. Là, on va revenir et maintenant, on va sélectionner, vous allez voir en rouge, seulement les pores capillaires. Pour vous montrer une propriété tout à fait intéressante, c'est que tous ces pores sont super connectés, en fait. Et voilà, donc ça, ce sont les pores capillaires dans la pâte de ciment. Donc, vous voyez donc là, on parle quand même des grands trous dans le ciment. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est dans ces pores-là que tous les phénomènes de dégradation se passent. Alors, ça va être la deuxième partie de mon exposé, dans un cas enfin, le plus abouti qu'on ait jusqu'aujourd'hui, qui est la dégradation du ciment dans des conditions de gel, de dégel. Donc voilà, donc quand on fait l'analyse avec iMorph de cette image en 3D, ben on montre que le réseau de pores est en fait connecté à 90 plus %. Et en fait, plus on met d'eau initialement dans la pâte de ciment, c'est-à-dire une eau excessive, d'accord, plus on va avoir de ces pores capillaires, et plus le risque de dégradation rapide du matériau va être présent. Parce que, encore une fois, c'est dans ces pores-là que ça se passe. D'ailleurs, si vous faites un chantier chez vous, puis que c'est vous qui couliez le ciment, vous faites venir la toupie de ciment, c'est le camion qui tourne, puis vous êtes en retard par rapport à votre coffrage et que vous dites au gars de décharger parce que le camionneur qui va vous livrer va décharger, c'est parce que sinon le ciment prend dans la toupie. Et vous dites, c'est pas grave, je suis en retard, je vais rajouter de l'eau pour le garder gâchable, hein, d'accord? Et ben, vous allez essayer une décharge parce que le producteur va vous dire, moi, je ne garantis pas que votre ciment va passer l'hiver. Quoi, du gel, des gels, par exemple. Alors, ça, c'est mon deuxième partie de mon exposé. Et je vais, encore une fois, hein, tout ce qui se passe dans la dégradation du ciment, les cycles de FT, ça veut dire freezing thawing, c'est le cycle de gel-dégel, d'alcali silica réaction, ASR, mais aussi la dégradation de l'eau de mer, mais aussi la carbonatation du ciment. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une façon de refaire du calcaire, en fait. C'est d'exposer la pâte de ciment en train de prendre à du CO2, d'accord, pour, euh, pour faire du calcaire, en fait, donc stocker le CO2 sous forme de. Voilà. Donc, globalement, bon, je vous raconte l'histoire, vous avez vu l'image déjà.
vous avez cette expérience qui m'est arrivée, c'est une bouteille de gel chez moi à Boston, il faisait -10 là où j'ai pris l'image. Et en fait, pendant la journée, j'ai vu croître ce bouchon de glace qui en fait, et pendant que l'eau était liquide dans la bouteille. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est tant que la glace peut croître, elle n'a pas besoin de casser la bouteille en fait. D'accord? Et donc, c'est ce qui se passe dans le ciment, ça a des photos de SEM, par balayage pardon, pour le Montero, qui montre que dans les bulles d'air du ciment qu'on crée quand on fait le mélange, en fait, on voit quand on fait geler qu'on a des aiguilles qui sortent de glace, qui sortent des pores capillaires du ciment. Et donc, du coup, l'idée, c'est que la glace les ions et qu'en fait, le ciment ne casse pas à cause d'un effet de volume de la glace par rapport à l'eau liquide, mais casse en fait par un effet de pression ionique qui est dû à la concentration des ions à l'interface entre la glace et le ciment. Alors typiquement, on a fait des simulations moléculaires très récemment, notamment avec un ancien postdoc qui s'appelle Xinping Zhu, qui rentre au CNRS cette année, au laboratoire Navier à Paris. Et donc, il a calculé, on a montré qu'évidemment, le gel, vous voyez que dès qu'on a le ciment, par exemple, on a tous les ions à la surface, dans de l'eau liquide, à la surface avec le CSH, mais pas dans la glace. La glace n'aime pas les ions. Si on calcule la pression de disjonction, un certain travail qui a été fait au MIT par Tsingtao Zhu, on peut montrer qu'on a des MPa qui se développent dans cette interface nanométrique entre la glace et le ciment. Et donc, du coup, vous voyez qu'en fait, cette glace-là, si on calcule cette pression-là, elle est positive. Donc, on crée une pression de disjonction quand il fait assez froid, que la glace se forme entre la glace et le CSH. Et c'est cette glace-là qui est responsable de la dégradation du ciment en conditions de gel. Donc, pour vous dire, si je mesure une pression de disjonction typiquement de 50 MPa, eh ben, je regarde dans les rames de phase de l'eau, parce qu'on est dans des pores capillaires, donc globalement, tous les ions, c'est le plan du bol, mais tous les ions sont à l'interface. On a une température de dégradation de l'ordre de -7, -10 degrés, c'est typiquement ce qu'on observe. Et donc, en fait, il y a des mesures acoustiques, des mesures d'émissions acoustiques, ça, c'est les travaux de Jason Weiss à Portland, dans l'Oregon, qui a montré qu'effectivement, c'était une histoire d'ion, en fait, donc de quantité de sel, en fait, dans le truc. Donc, plus on met du sel à la surface pour que la glace ne gèle pas sur le trottoir, plus dans le long terme, on va dégrader la pâte de ciment, parce que cette pression de disjonction est très liée à la concentration des ions qui, une fois que la glace se forme, sont à l'interface avec le ciment. Donc, pour aller plus loin, on a produit un brevet, on a mélangé du carbone et du ciment. Et c'est là la beauté de ce truc-là. Alors, l'idée initiale, c'était de faire un supercondensateur en ciment, ce qui est vrai, c'est même le brevet. Mais on s'est aperçu, comme goodies, au fur et à mesure qu'on avançait, que en fait, on avait rendu sans polarisation électrique ce ciment carboné résistant au gel. Alors, j'essaie de faire marcher le film, mais je passe sur mon écran, voilà. Et voilà, donc ça, c'est deux petits cubes vous voyez, de quelques millimètres de côté. On va rentrer dedans. Donc, c'est la tomographie d'électrons faite à Marseille, de rayons X faite à Marseille. Et les images et des cycles d'imbibition et de freezing faits à Hanovre en Allemagne, chez Michael Heist. Là, on voit les bulles d'air au début. Et vous voyez qu'au premier cycle de gel-dégel, le ciment non carboné a des plans de fracture partout. Tandis que le ciment carboné, lui, résiste au gel. Et on a essayé donc du coup de comprendre mieux pourquoi. Et en fait, donc c'était vraiment lié avec cette histoire de d'eau à l'interface, pardon, d'ion à l'interface. Donc j'essaie de passer la prochaine, oui, image, voilà. Et en fait, on sait de manière expérimentale qu'il y a une affinité naturelle, par exemple, de NaCl avec des carbones poreux. Et donc, carbone poreux, c'est ceux avec lesquels on a fait le ciment carboné. Et donc, naturellement, les ions vont rentrer les ions NaCl vont rentrer dans la porosité du carbone et du coup, éviter la formation de cette pression de disjonction. Et je crois que j'en ai fini. Merci pour votre attention. Alors, je vais arrêter de partager mon écran pour passer l'écran à Katerina. Ouais. Merci beaucoup. C'était passionnant de leur montrer tous ces aspects, cette compréhension du ciment à toutes les échelles, à partir d'échelles nanométriques jusqu'à l'utilisation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Roland, Oui, j'aurais une question. Il me semble que les Romains faisaient du ciment en partant avec un mélange de pouzzolane. ouais, Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement abandonné aujourd'hui en termes, puisque c'est vraiment un matériau naturel en grande quantité, ouais. qui pourrait être utilisé assez facilement, me semble-t-il. Et est-ce que c'est abandonné complètement ou est-ce que ça peut être remis au goût du jour?
donc c'était pas du ciment c'est pas le sac de ciment qu'on a aujourd'hui, d'accord? C'était de Oui, la peau avec alors le pouzzolane, c'est parce qu'ils mettaient une source de silice dedans, hein, d'accord? C'est des cendres des volcans, d'accord? Et en fait, oui, ça fait du draps cimentaire, mais il a pas la même, surtout, il n'a pas la même cinétique de réaction, quoi. D'accord? L'industrie aujourd'hui, elle travaille à l'heure de 24 heures, hein, d'accord? La dalle est sèche, enfin sèche. On peut monter dessus en 24 heures, et c'est pas du tout le cas de ce truc-là, du ciment romain. Mais pour le coup, c'était du ciment. D'accord. Et deuxièmement, est-ce que c'est abandonné? Non, parce que effectivement, et d'ailleurs, je vous ai dit qu'il reste de la portandite là-dedans, d'accord, qui contribue à rien. Sauf que on s'est aperçu que si on rajoutait au moment de la prise de la silice, sous forme de pouzzolane, notamment les Chiliens exportent beaucoup de, c'est même enfin, une ressource enfin, industrielle du Chili, c'est d'exporter le pouzzolane pour faire une addition supplémentaire de silice dans la pâte de ciment et qui fait une deuxième production de CSH. Donc, c'est abandonné, oui, mais pas de pouzzolane, quoi. Voilà. J'ai une petite question. Le sable qu'on utilise, il provient des zones côtières, Ah non, non? non. Il provient Le d'où? Parce sable, que ça peut pas le être du sable de sable la mer, c'est désert. pas bon pour deux raisons. Parce qu'il est trop rond, d'accord? Il n'y a pas une très bonne adhésion entre le CSH et le grain de sable. Et d'autre part, si on emmène beaucoup de sodium avec, d'accord? Par ailleurs, bon, j'aurais pu en parler dans le cadre du gel aussi, mais c'est pas, le sodium et le ciment ne font pas bon ménage. D'accord? D'accord. En fait, c'est pas du sable, c'est pas du sable, c'est du sable de terre, j'allais dire, pas de mer. Et Oui, c'est du sable typiquement dans des rivières, des choses comme ça, quoi. Voilà. oui, d'accord. Et ça, c'est C'est assez calibré, hein, d'ailleurs, on en manque, hein. D'ailleurs, c'est devenu une oui, denrée. voilà, c'était ma question, c'est voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'approvisionnement en Ah, mais sable? carrément, parce que il n'y a pas très longtemps, j'étais à Dubaï. Vous savez, il y a un grand immeuble de 800 mètres de haut, là, le Khalifa, Burj Khalifa, et en fait, j'ai appris là-bas que le sable, alors, l'immeuble est en acier et en verre surtout, mais le bas est en béton. Et en fait, ils ont pas pris du sable autour, parce qu'on pourrait dire il y en a plein autour du sable. Pas du tout, ils l'ont fait venir d'Australie. Donc, vous voyez, c'est Ouais. moyennement écolo, quoi. Mhm. Merci beaucoup. Bon, merci.